merci Nicolas ce soir et merci surtout à nos amis européens de s'être déplacés. Donc, je suis Pierre Calfa, je suis coprésident de la Fondation Copernic et avec Aurélie Couvet qui est coprésidente d'Attac, nous allons animer ce meeting qu'on a voulu être un meeting européen. Pourquoi un meeting européen? Tout simplement parce qu'après la manifestation du 30 et son succès, nous avons voulu montrer que les combats que nous menons en France sont aussi les combats qui se mènent dans le reste de l'Europe. Et donc il ne s'agit pas simplement ce soir d'avoir un meeting en solidarité avec les mobilisations populaires dans les autres pays, mais de montrer qu'il existe des convergences fortes pour des combats communs en Europe, pour une refondation de l'Union européenne. Chers amis camarades, après la magnifique manifestation de dimanche passé, la droite et la presse de droite, à supposer qu'il y en ait une autre, vous a dit, vous êtes des anti-européens, vous tombez dans le repli nationaliste, et je dois vous dire qu'ils avaient raison. Ils avaient doublement raison. Vous êtes clairement, avec cette mobilisation, un obstacle à la bonne marche de l'Europe. L'Europe de l'austérité, l'Europe des banquiers, l'Europe des rentiers, si vous continuez pour mobiliser de cette manière-là, vous allez lui faire des difficultés. Donc la presse a raison de vous dire que vous êtes un obstacle pour cette Europe. Elle avait doublement raison, parce qu'on ne change pas une tactique qui gagne. Et depuis des mois, depuis des années que la crise a ravagé l'Europe, en déguisant la question sociale et économique comme une question nationale, on a permis, ils ont permis, de faire avancer leur politique d'austérité. Ils ont dit c'est une crise grecque, c'est une crise portugaise, c'est une crise espagnole, c'est une crise de leur dette ou de leurs dépenses. De façon à ce qu'on ne voit pas, parce que les peuples ne voient pas, que c'est une crise du capitalisme qui frappe séparément chaque pays d'Europe, mais c'est d'abord une crise sociale et une crise économique. Nos destinées, vous le ressentez aussi, sont étroitement liées. Au-delà des frontières, par-dessus nos différences, j'en veux pour la preuve la situation que traverse l'État espagnol. Là, nous assistons à réellement un collapse du modèle économique et social néolibéral qui ont façonné le pays. La mondialisation et singulièrement la construction libérale de l'Union européenne ont assigné à l'Espagne une place clairement subalterne, celle d'un pays aux industries dépendantes des grandes multinationales étrangères, à l'économie basée sur le tourisme et les services, avec des bas salaires et un État social insuffisamment développé. Les années de croissance de l'économie espagnole ont été celles du gonflement d'une formidable bulle spéculative basée sur l'immobilier. Une bulle spéculative que les banques du pays, étant donné le caractère déficitaire de la balance commerciale espagnole, ont largement financé au moyen d'emprunts massifs auprès des banques internationales, notamment françaises et allemandes. Ainsi, l'Espagne construisait plus que l'Angleterre, l'Allemagne et la France ensemble. On octroyait des crédits à tour de bras. Faute de marché locatif, les gens devaient prendre des hypothèques pour accéder à des appartements largement surévalués. 90% de la population est devenue propriétaire à crédit. Désormais, les conséquences de cette folle course en avant apparaissent au grand jour. Les chiffres donnent le tournis. Le chômage galopant frappe 25% de la population active, 50% de jeunes sont sans emploi. La génération la mieux préparée de l'histoire du pays est vouée à l'immigration. 10 jeunes qualifiés quittent chaque jour la Catalogne. Dans toute l'Espagne, on dénombre 5 600 000 logements vides. 500 000 familles frappées par le chômage ont vu leur appartement saisi par les banques, auprès desquelles elles demeurent cependant endettées à vie. La Catalogne aussi, 24% des enfants vivent en situation de pauvreté. On a dans notre quartier des initiatives solidaires qui ramassent de la nourriture, qui cuisinent pour les familles qui ont des enfants et qui ne mangent pas. Il y a des gens qui sont des familles entières qui attendent la fermeture des supermarchés, qui attendent pour aller dans les poubelles. C'est la réalité, hein. À Barcelone, c'est ce que je vois. Se ha rescatado a bancos, se ha dado dinero público, dinero de todos los españoles a los bancos por valor de 200.000 millones de euros y sin embargo dicen que no hay dinero para la sanidad, que no hay dinero para los servicios sociales. Alors qu'en Espagne, on a renfloué les banques à hauteur de 200 000 milliards d'euros, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour le système de santé. Además, lo que nos hemos encontrado es que se está atacando a la capacidad adquisitiva, al poder económico de
de los profesionales. En 2 años hemos perdido un 30% de salario. Esto está suponiendo peores condiciones de vida para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo que la gente muy cualificada abandone el país. En un país donde más del 22% de la población está por debajo del umbral de la pobreza, cada vez son más cosas las que tiene que pagar el usuario, el enfermo. Además, la última medida destaca por su carácter extraordinariamente xenófobo. Se niega la atención sanitaria en atención primaria a inmigrantes en situación irregular. Ahora estamos sobre todo trabajando, como siempre, con los métodos de desobediencia civil. Están los profesionales de sanidad haciendo objeción a la negativa a que no se vea a los inmigrantes. Están desobedeciendo esa orden del gobierno y están viendo a todo el mundo independientemente de su situación. Le 15 septembre, presque 1 million de Portugais est sorti dans la rue pour protester contre les mesures d'austérité. Nous sommes 10 millions d'habitants, donc c'est beaucoup. C'est très important parce que le peuple portugais sorti dans la rue a montré au gouvernement comment se fait la démocratie. Il a donné une leçon de civisme et de maturité pour contrarier le plan de gouvernement qui détruit le pays et notre vie. Donc le gouvernement a perdu sa légitimité et le peuple exige maintenant la démission du gouvernement. Et j'ai perdu mon ordi. Ce gouvernement a cassé le pacte social en se justifiant avec le mensonge que le Portugal ont vécu au-dessus de leurs possibilités et ils violent la Constitution tous les jours, détruisent tous les droits fondamentaux et la conséquence c'est concrète qu'en Espagne c'est la montée du chômage, la récession et la montée de la dette publique. Les pillages continuent et cette rythme constant de nouvelles mesures d'austérité ne peut pas continuer. Pour vous donner un exemple, il ne faut pas dire tout, mais entre juin 2011 et août 2012, ils ont exécuté 50 mesures d'austérité. Tous, un après l'autre, mais à nouveau les citer, incroyable. Et je peux parler des choses concrètes. Par exemple, ils ont coupé le soutien à les passes de transport des étudiants. Donc les enfants n'ont plus d'argent pour aller à l'école. Donc on a des enfants qui ont laissé l'étude à partir de maintenant. Nous avons une dictature. Dans la santé, c'est pire. Il y a une semaine, le gouvernement a décidé de couper le soutien à les médicaments à des gens qui ont des maladies chroniques. Et pire, ils ont acheté des médecins qui ont écrit une commission éthique qui a dit que c'était bien. Parce qu'en fait, on ne peut pas aider tout le monde, quoi. Donc après, l'institution de médecins sont organisés, maintenant ils organisent un procès contre cette médecin qui a fait cette commission éthique à soutenir le gouvernement. Mais le fait, c'est qu'ils ont fait ça. Maintenant, au Portugal, déjà, les gens qui ont des maladies chroniques n'ont plus de soutien pour ces médicaments. Et les autres choses, par exemple, les gens plus âgés, avec plus de 60 années, sont aussi coupés le soutien pour les médicaments et les examens. Donc ça qu'on vit, c'est un vrai génocide social. Ils ne sont pas comme les nazis. Ils ne tuent pas les gens, ils les laissent mourir. Et c'est pour nous, c'est la première fois qu'un gouvernement gouverne contre les Portugais, contre son propre peuple. Parce que jamais un gouvernement démocratiquement élu avait montré autant de respect et dédain pour le peuple portugais. Donc il est évident aujourd'hui que ce gouvernement et ses politiques d'austérité ne font pas partie de la solution, ils sont le problème. Et ici, je m'adresse à les médias français qui doivent être ici. Et ça suffit de dire que le gouvernement portugais est de centre-droite. J'ai lu Le Monde l'autre semaine, le gouvernement portugais c'est de centre-droite. Ce n'est pas centre-droite. Ils sont ultra-libéraux qui viennent de l'école de Chicago. Ils sont des fanatiques idéologiques, d'extrême droite, conservateurs. Bravo! Ça suffit de choses avec des noms concrètes. C'est ça qu'ils sont. Ils ne sont pas incompétents. Ils sont exactement qu'est-ce qu'ils font. Je veux vous parler sur la politique, la situation politique en Allemagne. Et je veux essayer de vous expliquer le calme politique et ses limites.
dans mon pays. 70% des Allemands croient que les banques sont les responsables majeurs de la crise. Ils doivent payer. Et c'est une contradiction très intéressante, pour dire très prudemment, entre cette notion de la responsabilité des banques et en même temps, 60% des Allemands pensent qu'Angela Merkel fait un très bon job en gérant la crise européenne. Dans cette situation, soit économique, soit politique, très ambiguë, il est crucial pour le gouvernement allemand de déclarer la crise d'une crise des dettes publiques des autres pays, qui n'ont pas fait leur devoir, tandis que nous, Allemands, on a fait le devoir. Et cette politique nourrit la crainte dans une grande partie du peuple allemand, la crainte d'être forcé de payer pour les autres. Et cette crainte paralyse le débat sur la responsabilité de la politique allemande et les réformes urgentes dans l'Allemagne. Alors le calme dans l'œil du cyclone est moins durable qu'il se présente en ce moment, à mon avis. Il y a des débats au sein des syndicats qui sont beaucoup moins uniformes qu'ils semblent être vus par l'extérieur. Il ne faut pas sous-estimer l'importance des mouvements en France pour le débat public en Allemagne. Et vice-versa, je crois, mais j'en suis sûr, mais le gouvernement allemand, mais aussi les médias, regardent et prennent sérieux ce qui se passe en France. Le gouvernement allemand est très sensible de ne pas être isolé en Europe et surtout essaye d'éviter des écarts politiques entre la France et l'Allemagne. Il faut dire et redire que nous ne vivons pas une crise qui est une crise de la dette. Nous vivons une crise qui est une crise d'un certain type de croissance financière capitaliste qui a conduit à la catastrophe, qui a accumulé de la finance et du profit contre le travail et ce système est entré en rupture et a provoqué, parce qu'on a cherché à faire payer la crise au peuple européen, a entraîné un transfert massif sur la dette publique de cette faillite financière du système. Et je crois que ça reste une idée fondamentale parce que tous ceux qui essayent de nous faire croire qu'en priorisant avec les recettes actuelles le redressement des finances publiques, en fait, continue à nous conduire dans la catastrophe. Parce qu'il n'y aura pas de sortie de crise avec ces recettes-là. Et tout ce qui se passe en Europe le montre, parce que sur les pays dont on vient de parler, mais c'est vrai chez nous, dans tous ces pays-là, la dette publique, depuis qu'on met en œuvre ces recettes d'austérité, la dette publique explose. Donc nous savons qu'en empruntant cette voie, et ça vaut évidemment pour notre pays, non seulement nous aurons des drames sociaux, mais nous n'aurons même pas le résultat prétendument affiché qui serait le redressement des comptes publics. On cumulera toutes les difficultés. On nous dit en France, on va ratifier le traité, et ensuite, il y aura une autre étape où on gagnera la bataille de la réorientation parce qu'on va la mener. Non, ce qui est en train de se préparer, effectivement, il y a une étape derrière ce traité-là, mais ce qui est en train de se préparer, c'est une étape encore pire. Nous commençons à avoir connaissance des documents de préparation du prochain sommet européen, documents qui ne sont pas publics. Ils sont en train de travailler effectivement à un nouveau traité qui va renforcer ce qu'ils appellent la coordination des politiques économiques et qui sera en vérité une confiscation supplémentaire d'un certain nombre de décisions avec l'harmonisation des politiques non seulement d'austérité mais de plus en plus de conditionnalité pour la déréglementation du marché du travail. Pourquoi nos élites, si on peut s'appeler comme ça, appliquent-elles ces politiques-là? Est-ce qu'elles sont simplement stupides? Nous ne le pensons pas. Nous pensons au contraire qu'elles sont plutôt formées de gens relativement intelligents. Simplement,
On dit en anglais never waste a good crisis, il ne faut pas gaspiller une belle crise. Cette crise est pour eux l'opportunité historique de parachever ce qu'ils essaient de faire depuis 30 ans, la destruction du modèle social européen et son remplacement par un paradigme néolibéral. Ça montre que la crise dans laquelle nous sommes, et plusieurs camarades, Raquel, d'autres l'ont dit avant moi, n'est pas une crise économique, c'est une crise politique, c'est une crise d'un choix de modèle de société en Europe, et nous devons la combattre à ce niveau-là. Le néolibéralisme, dans la crise de 2008, jusque maintenant, subit une défaite théorique et pratique sans équivalent. Il y a 10 ans encore, on pouvait faire croire aux enfants des écoles que la mondialisation et le libéralisme étaient le chemin vers le bonheur. Aujourd'hui, c'est quand même difficile de raconter encore cette histoire-là. Et pourtant, c'est la seconde énigme, et pourtant, à part peut-être les frémissements qu'on voit au Portugal, je vous le souhaite vraiment. Mais sinon, depuis des années, on a des mobilisations sociales exceptionnelles, par leur nombre et par leur dimension, et pourtant, pas un gouvernement en Europe n'est venu au pouvoir avec un programme, une volonté de rupture avec la Troïka et avec l'austérité. Comment est-ce possible? On ne peut pas incriminer le peuple d'Europe et leur dire qu'ils sont restés à la maison pour la télévision. Les peuples sont mobilisés comme jamais. Nous croyons qu'une explication de ce phénomène est liée à la forme politique même de l'Union européenne, qui existe depuis longtemps, mais dont le vice se révèle avec une brutalité exceptionnelle maintenant. Cette forme, c'est que le pouvoir de décision est concentré à Bruxelles et à Francfort, pour le dire en une formule, et la résistance des peuples est là où sont les peuples. C'est là où on est, là où on travaille, dans sa ville, dans son quartier, dans son usine, qu'on peut résister. Les peuples d'Europe résistent séparément, ils sont battus séparément, et l'Union européenne continue d'imposer son pouvoir à partir de son pouvoir extrêmement centralisé. Notre enjeu aujourd'hui, c'est l'organisation et c'est l'articulation. Eh bien, très très prochainement, du 8 au 11 novembre à Florence, en Italie, dans le cadre du 10e anniversaire du premier Forum social européen, nous serons quelques milliers pour lancer officiellement ce processus de convergence et de construction des rapports de force. Donc le 11 novembre 2012, à Florence, nous lancerons ce processus de mobilisation et à une date à préciser, au mois de mai, je pense, et probablement à atteindre en Grèce, nous voudrions l'Alter-Summit, le sommet des alternatives européennes, qui serait un grand événement politique, médiatique et massif. Mais ça, c'est la partie la plus facile. Florence, quelques milliers de personnes, atteindre peut-être en mai un événement massif, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, le plus important, c'est ce qui se passe entre Florence et Athènes. Ce sont 6 mois pendant lesquels nous voulons qu'au plan local, au plan national, au plan régional, les luttes s'articulent partout en Europe autour d'un nombre limité d'objectifs politiques précis. Concrètement, ça veut dire qu'on va mettre en place un certain nombre de journées d'action communes, mais aussi un certain nombre d'outils, d'instruments, de méthodes, d'argumentaires qui permettent, par exemple, de construire un tribunal de l'austérité qui permettrait, dans chaque région, dans chaque comité de quartier, dans chaque association peut-être, que les citoyens, selon un modèle commun, jugent les responsables de la crise. Car M. Barroso, M. Draghi, Mme Merkel, peut-être, s'ils étaient ici, nous diraient, écoutez, l'histoire vous jugera. Peut-être nous dirait-il, nos décisions, elles ont été ratifiées par des parlements. Nous sommes donc inattaquables. Et nous avons envie de leur dire, avec cette proposition d'un tribunal d'austérité, l'histoire ne vous jugera pas, on va s'en charger nous-mêmes. Et quand vous me dites que je suis inattaquable parce que les parlements ont ratifié mes mesures criminelles qui ont fait exploser le taux de suicide en Grèce, ou qui ont mis des familles, des milliers, des centaines de milliers de familles dans la misère, eh bien, bien sûr, vous êtes sur le plan formel de la loi, vous êtes probablement inattaquable. Mais c'était probablement aussi ce que M. Moubarak et M. Ben Ali disaient au peuple il y a 2 ans. Je pense que dans chaque pays, c'est vraiment important de faire une convergence de toutes les forces contre l'austérité et contre la troïka. Il essaie de faire ça qu'on a fait, il fait toujours un congrès démocratique avec toutes les forces ensemble et de faire approuver un programme minimum de gouvernement qui commence avec la dénonce des mémorandes de troïka. Et ça, c'est vraiment important, c'est fondamental. On a réussi à faire ça à Portugal. Et en fait, la dernière fois que c'était possible, c'était 1 an avant la Révolution, où toutes les forces gauches sont rassemblées pour faire un programme minimum pour terminer avec la dictature. On a réussi à faire ça maintenant.
Lorsque dans nos quartiers, le voisinage mobilisé parvient à empêcher l'expulsion d'une famille, les gens crient « Si, c'est puede ». Oui, c'est possible. En regardant cette salle débordante de solidarité, je crois qu'une Europe sociale et démocratique, égalitaire, écologique, une véritable Europe des peuples est possible. Elle est déjà inscrite dans le rêve qui nous unit. Si, c'est puede. Ensemble, nous le pouvons. Merci. Nous ne nous battrons pas seuls, nous nous battrons avec tous les autres mouvements de masse qui se mobilisent en Europe contre les politiques d'austérité. Je pense aux centaines de milliers de personnes qui étaient dans la rue en Espagne et au Portugal la semaine dernière. Je pense aux centaines de milliers de personnes qui étaient présentes également sur les places publiques en Grèce. Et je pense aussi aux mouvements allemands qui nous ont appelés à manifester contre la Banque Centrale Européenne en février dernier et que nous avons rejoints par car. Et ensemble, nous avons manifesté parce que nous ne souhaitons pas tomber dans ce piège de la division des Grecs contre les Français ou contre les Allemands. Nous savons que nous avons un même ennemi qui n'a pas de frontières, un même ennemi qui est celui de l'oligarchie financière, et nous souhaitons nous appuyer sur la solidarité entre les peuples européens pour combattre ce même ennemi au niveau européen.